Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani Wamakaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Bienvenue. La déclaration de politique générale du Premier ministre a été adoptée hier par l'Assemblée nationale. Toutefois, l'opposition regrette que les réponses aux vraies préoccupations des Maliens n'aient pas été proposées dans le document. Dans la même semaine que nous venons de traverser, le réseau social Facebook a été interrompu dans le pays la journée du mercredi. Ce sont entre autres sujets qui seront abordés dans le forum de la presse de ce soir. Nos invités, tous journaliste, Suleiman Sangaré, blogueur à Downing Blog. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Yorosso est journaliste à l'Inter de Bamako. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Et nous avons sur ce plateau également Moustapha Diawara, il est journaliste au Sursaut. Bonsoir. Bonsoir, M. Sylvain. Un autre confrère qui sera cette fois-ci au téléphone, Kader Touré de l'Adar Koina de Gao. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. La mise en onde est assurée par Salim Diouara et la régie vidéo par Peting Diara. Le grand dialogue. Présentation mardi dernier de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le chef du gouvernement a révélé aux élus de la nation les orientations majeures du programme gouvernemental pour les prochains mois. Entre autres axes prioritaires, le parachèvement de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, l'apaisement du climat social, la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence. Certains observateurs estiment que l'application de cette politique générale sera difficile. Selon eux, le document ressemble à une déclaration de campagne pour 2018. Alors, Yorosso, est-ce que selon vous, cette déclaration annonce un changement de cap ou une déclaration de campagne? Merci, M. Sidibé. Et cette déclaration de politique générale, je crois que le Premier ministre a respecté la tradition qui veut que tous les premiers ministres présentent une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, qui donne son quitus ou qui la rejette. Et si nous regardons un peu le parcours du nouveau Premier ministre, dès qu'il a pris le pouvoir, la tension sociale était très très vive. Il y avait la grève illimitée au niveau de la santé, et au niveau de l'enseignement supérieur, il y avait d'autres grèves. En un clin d'œil, il est parvenu à désamorcer la bombe sociale. Et on peut lui accorder le bénéfice du doute par rapport à cette déclaration, parce que toutes les grandes préoccupations du pays sont prises en compte. Mais quant à l'application d'ici, bientôt on va rentrer dans la campagne, et il est membre d'un parti politique, il va de soi qu'il défend obligatoirement la position de son parti et de défendre le bilan du président de la République. Ok. Suleiman Sangaré, vous êtes blogueur. Alors, est-ce que selon vous, il y a changement de cap ou bien déclaration de campagne? Pour le moment, on ne peut pas parler de, changement de cap, mais quand même, il faut souligner que pour le moment, je dirais qu'ils sont en train de préparer 2018. Ils sont en train de préparer 2018. Mais quand même, le Premier ministre, dès son arrivée, il y a eu quand même des changements, comme il le disait de suite là. Au moment où il venait à la primature, il y avait des grèves. Dès son arrivée, il a œuvré à ce que ces grèves-là puissent prendre fin. Et effectivement, ces grèves ont pris fin. Mais bon, on ne peut pas aussi dire ça en avance comme ça qu'il y a un changement de cap. Il faudra d'abord attendre et puis laisser le temps faire les choses. On va voir ce que le temps va nous dire dans le mois à venir. Ok. On va voir du côté des Gao. Kader Touré. Bonjour. Bonjour. Est-ce que selon vous, il y a changement de cap ou c'est une déclaration de campagne de 2018? Si je participe à ce débat, bien entendu, vous comprenez que c'est pour porter un peu la voix des populations de la région de Gao. Et par rapport à la déclaration de politique générale du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, la question que nous nous sommes posée à Gao, est-ce que ça prend en compte nous, nos profondes aspirations de l'heure par rapport à ce qui se passe dans notre pays? Évidemment, le document, comme le confrère a dit, a respecté un peu la tradition. On a parlé de tout, ce qui peut faire avancer ce pays dans un bref délai.
Mais nous, à Gao, notre préoccupation, et pour les régions du Nord de façon générale, c'est véritablement cette psychose d'insécurité qui est en train de décourager toute avancée dans ce pays. Et c'est ça notre préoccupation. Maintenant, est-ce que Abdoulaye Idrissa Maïga, dans sa déclaration de politique générale, aura les armes nécessaires pour faire face à cette situation? C'est là le point d'interrogation. On est très pessimiste par rapport à la situation aujourd'hui, malheureusement, et on continue de faire les prêts. La situation continue de jour en jour à se compliquer ici, dans cette partie de notre pays. Et ça rend un peu pessimiste les populations de Gao. En tout cas, comme les uns et les autres ont eu à le dire, il a posé des actes. Il laisse croire qu'il est volontaire, il est engagé sur le terrain pour apporter les solutions aux problèmes de notre pays. Et nous allons en tout cas suivre ce qui va se passer d'ici là. Ok, merci Kader Touré. Nous revenons ici sur ce plateau. Moustapha Diawara, selon vous, est-ce qu'il y a déclaration de campagne ou bien il y a changement de cap? Merci bien, M. Sylvain, pour la question. Moi, à mon avis, c'est une des rares fois où l'unanimité est dégagée sur une politique de déclaration gouvernementale où les aspirations profondes et actuelles du peuple sont prises en compte. D'abord, au regard des 4 axes qui sont dégagés conformément au projet politique du président de la République, à savoir le parachèvement de l'accord d'Alger, l'apaisement du climat social, la poursuite du programme d'urgence sociale amorcé par le président Ibeka et aussi la présence active et salutaire du Mali sur le plan international. Voilà une politique de déclaration gouvernementale en réalité qui est structurée de telle sorte que nous pouvons dire que nous avons vraiment l'homme qu'il faut pour vraiment mener le Mali à bon port. Cela a été dit hier et cela a été largement partagé. Pour une fois, il n'y a eu aucune contestation de l'opposition. Certes, ils ont parlé de trucs illusoires, ça c'est des discours politiques, mais dire que sur un point, il y a eu un désaccord. D'ailleurs, le Premier ministre était en phase avec le peuple quand il disait que l'amunissement ne fait pas preuve d'efficacité à hauteur de souhait. Voilà, entre autres points sur lesquels on peut dire que le Mali peut s'en réjouir, les Maliens peuvent s'en réjouir d'avoir eu un Premier ministre qui ressent leur ressenti en réalité. Mais la réforme de l'armée annoncée est-elle possible en si peu de temps? La réforme annoncée sera engagée dans le temps et dans l'espace, avec un budget conséquent. Ce qui est notable, c'est le fait que la loi, une ordonnance de cette loi a été votée récemment devant l'Assemblée. Et nous nous rappelons du discours tenu par l'actuel ministre de la Défense, qui est salutaire, qui a pris le problème à son vrai sens quand il dit que c'est les hommes qui font défaut, que c'est vraiment le truc de recrutement qui est à revoir. Ça c'est des discours encourageants que nous souhaitons que ça soit poursuivi par des actions concrètes. Monsieur Sangaré, nous venons à vous maintenant. Sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de ces réformes de l'armée. Est-ce que selon vous, la réforme de l'armée annoncée est possible dans si peu de temps? Personnellement, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce que les dirigeants d'aujourd'hui, il faut le savoir. Comment dirais-je? À chaque fois qu'il y a un petit truc, ils vont donner ils vont avancer des trucs que le peuple est obligé de croire. Or, pourtant, on le sait très bien au Mali ici. Chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est pas facile à la fin que la chose aboutisse. Ça, c'est de nos jours, ça, c'est une réalité qui est là. C'est pas maintenant qu'on parle de la réforme de l'armée. Il y a longtemps, on parlait de ça, mais à chaque arrêt, c'est un échec. Ok. Yorosso, qu'en pensez-vous? Oui, je pense que le Premier ministre sait de quoi il parle en tant qu'ancien ministre de la Défense et des anciens combattants. Donc à ce niveau, peut-être qu'il a initié des réformes
qui n'ont pas abouti et il est parti. Et aujourd'hui, il est Premier ministre et je crois qu'il a toutes les cartes en main pour qu'on puisse aller à une réforme, une réorganisation de notre armée pour l'adapter aux exigences du moment. Donc chacun est conscient, que ce soit les autorités, le Malien lambda, tout le monde est conscient aujourd'hui qu'il faut une réforme au niveau des forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des Maliens. Déjà, le ton a été, Diawara l'a dit, le ton a été déjà donné par le nouveau ministre de la Défense, Tiena Koulibaly, qui n'est pas parti avec les dos de la cuillère pour dénoncer les recrutements qu'on faisait. Donc je crois avec ça, les choses vont commencer à bouger. Et il y a aussi le directeur de l'information, Djarankone, qui a dit que l'armée ne sera plus l'armée des Papous. Donc voilà des déclarations sur lesquelles on peut compter et donner quitus au Premier ministre. Je crois qu'il peut faire quelque chose. On ne peut pas réformer l'armée d'un seul coup, mais il va faire de son mieux. Mais Diawara l'a dit tantôt, il y a eu unanimité cette fois-ci. Mais est-ce que le fait que la déclaration n'a pas été faite le même jour que les débats a permis de manœuvrer pour ouvrir la porte à des magouilles? Non, statutairement c'est 2 jours. Donc après la déclaration du Premier ministre, donc 48 heures après on ouvre les débats. Donc je crois qu'ils sont dans le délai. Et il n'y a pas eu de tractation pour en arriver à cette situation. Ok. Kader Touré? Oui, je suis un peu le débat avec mes confrères. Et là où je voudrais mettre l'accent, c'est par rapport à la réforme de l'armée nationale. Vous savez, pour remettre tout en cause et puis revenir pour avoir une armée digne de ce nom, comme quelqu'un a eu à le dire, ça doit prendre du temps. Ça doit prendre le temps nécessaire. Mais malheureusement, ce qui se passe dans notre pays, c'est qu'au moment où nous sommes en train de former les jeunes, nous sommes en train également de vivre la guerre. C'est en temps de paix qu'on peut mettre en place une armée forte, avoir le temps de préparer les jeunes et les doter de matériel nécessaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes non seulement sur le terrain de la formation et de l'équipement pour mettre en place une armée digne de son nom forte pour assurer la sécurité de notre pays, mais malheureusement nous sommes également en guerre contre le terrorisme, en guerre contre le banditisme résiduel. Et ça pose souvent les débats. Donc il faut faire preuve de vigilance, il faut faire preuve de patience pour que toute cette réforme puisse aboutir, n'est-ce pas, au grand bonheur de notre armée nationale qui a besoin aujourd'hui du soutien des populations parce que cette armée a connu beaucoup de péripéties qui ont fait qu'aujourd'hui les hommes sont découragés. Ils ont besoin de l'accompagnement de toutes les forces du Mali pour qu'enfin nous puissions avoir une armée qui puisse défendre notre pays. Ça a besoin du temps, mais également, ça a besoin également du soutien des populations civiles. Ok, merci. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour sur ce plateau avec nos invités, Souleymane Sangaré, blogueur d'Oniblog, Yorosso est journaliste à l'Inter de Bamako, il est anti-référendum, je crois bien, et Moustapha Diawara, directeur de publication journal Le Sursaut. Kader Touré est avec nous, Kader Touré est avec nous au téléphone donc depuis Gao pour parler de Facebook cette fois-ci. Le réseau social Facebook a été interrompu au Mali le mercredi dernier, une interruption qui intervient au moment où les appels à manifester se multiplient contre le projet de révision de la Constitution. Le gouvernement nie toute implication dans cette privation de liberté. La communauté des blogueurs qui prend les autorités pour responsables de cette interruption la qualifient de censure inacceptable. Issa Fakaba Sissoko nous en parle. Tout a commencé hier aux environs de 14h. L'accès au réseau social Facebook est interrompu via le logiciel classique. Depuis, plusieurs personnes ont installé des logiciels VPN pour contourner ce que certains considèrent comme une censure. Le gouvernement nie toute implication dans cette interruption. Au niveau du centre d'information gouvernementale et de la cellule de communication de la primature, très peu d'informations circulent sur la question. Les responsables affirment n'avoir pas connaissance d'une décision du gouvernement de bloquer les réseaux sociaux. Les deux sociétés
de téléphonie au Mali affirme n'avoir pas eu connaissance d'une telle interruption. Selon elle, aucun dysfonctionnement n'a été enregistré sur leur réseau. Cette interruption de Facebook intervient au moment où les appels à manifester se multiplient contre le projet de révision de la Constitution, dont le référendum est prévu le 9 juillet prochain. 2 marches ont eu lieu à Bamako contre le texte et une autre est prévue ce samedi 17 juin à Bamako. Pour les responsables de cette marche, il n'y a pas de doute, les autorités sont derrière cette interruption de Facebook. En août 2016, une manifestation contre l'arrestation de l'animateur de radio Arasbach avait dégénéré. Les réseaux sociaux avaient été interrompus puis rétablis après sa libération conditionnelle. Nous précisons que l'interruption c'était plutôt avant-hier, donc c'est pas hier. Alors, nous venons à vous, Souleymane Sangaré, vous êtes blogueur. Alors, quelles sont les raisons de cette censure, selon vous? Bon, selon moi, ça cause des manifestations contre ce projet de révision de la Constitution. Parce que ce n'est pas une première, comme Etienne Fakaba vient de le dire. Issa Fakaba vient de le dire. Lors du procès de Rasbach, ça a été le même cas. Ça a été le même cas. Les Maliens ont été privés de Facebook. Bon, cette fois-ci, c'est la même chose. Bon, il y avait une première. S'il y a une deuxième, on dira c'est qui? Puisque les autorités sont contre les manifestations. Ça, il faut le dire. Parce que le premier jour, lorsque les partisans du non, que moi-même j'en fais partie, s'est donné rendez-vous à la Bourse du Travail. Ce jour-là, on a été matés. Les policiers ont marché sur des drapeaux pour mater les gens. Donc selon vous, qui a privé les Maliens de Facebook ce jour-là? Ce jour-là, moi je dis sans avoir peur, moi à mon avis, c'est les autorités. Ok. Donc nous en venons à vous, Moustapha Diawara plutôt. Alors, quelles sont les raisons de cette censure, selon vous? Vous parlez de censure, moi je ne parle pas de censure. Moi je dis que c'est facile d'accuser, c'est facile. Je félicite mon confrère Issa Fakaba pour son reportage. Il vient de le nier. Partout où il est passé. Il n'y a aucune preuve. Si l'État va sanctionner ou interrompre les réseaux sociaux, un communiqué suffit pour l'interrompre et pour appliquer. Et personne ne pourra dire le contraire. C'est facile d'accuser l'État. Pour avoir servi au ministère de la Communication et de l'Économie numérique, je ne me rappelle pas si l'État dispose, au moment, parce que nous avons quitté en 2016, l'État ne disposait pas de dispositif pour pouvoir interrompre un réseau social au Mali. Pour le net, le cahier des charges des opérateurs de téléphonie mobile ou de fournisseurs de net les oblige à avoir toute une autonomie sur la distribution adéquate des nets. Sinon, l'association des consommateurs du Mali pourrait les traduire en justice. Dans ces cas, arrêtons d'accuser l'État et faisons en sorte que les réseaux sociaux, comprenons que les réseaux sociaux, tout ce qui est Internet, tout ce qui est numérique, n'est à la portée des personnes. Personne ne les maîtrise. D'ailleurs, on est là-dessus, on ne sait pas là où c'est dirigé. Personne ne peut dire où son profil va. Personne ne peut dire à qui appartient le Facebook. Personne ne peut dire qu'il a payé pour avoir. Personne ne peut dire que les informations qu'il donne pour son profil sont fiables. À quoi bon d'accuser gratuitement l'État qui peut en être l'auteur? Et si c'était le cas, l'État a pris des mesures par rapport aux manifestations levées de boucliers qui sont en cours contre la révision constitutionnelle. Et ces mesures ont fait l'objet de larges diffusions. C'était à l'issue d'une réunion au niveau du gouvernorat du district de Bamako. Ça concerne les manifestations. S'il y avait l'interruption des réseaux sociaux, ça allait être dit, à mon avis. L'État est plus fort pour se cacher derrière son petit doigt et couper le Facebook, à mon avis. Selon vous, donc, ce serait une panne technique? C'est possible, parce que c'est ce qui a été dit, même par beaucoup de blogueurs et autres, que c'est un truc qui s'est apparu simultanément dans plusieurs pays en même temps. C'est pas au Mali seulement, c'était la même chose dans les autres pays. Et pourquoi couper Facebook et laisser les autres réseaux? Il y avait les autres plateformes qui marchaient bien. Il y avait WhatsApp, il y avait des trucs. Ça, c'était des messages, c'est des plateformes qui permettaient des messages instantanés, dont la portée et l'impact peut être encore plus dangereux que Facebook. Ok. Kader Touré, quelles sont les raisons de cette censure? Bon, est-ce qu'il y a eu censure? C'est là la question. Est-ce qu'il y a eu vraiment censure? Il y a eu quand même une coïncidence terrible, parce que c'est au moment même où, comme vous le dites, le débat était très très ouvert sur Facebook,
par rapport à ce projet de révision de la Constitution et le référendum qui a annoncé tout récemment, il y avait véritablement un grand débat autour de la question sur Facebook. Alors, lorsque ça coupe au moment même où nous sommes dans ce profil, évidemment, les gens vont dire que c'est l'État parce que c'est l'État qui est critiqué sur Facebook, mais faudra-t-il bien qu'on puisse prouver vraiment qui est à la base de cette interruption. Formellement, jusqu'à présent, personne n'a eu à dire correctement que la faute vient de l'État malien pour tout simplement censurer l'information. Alors, il s'agira de prouver d'abord qui est à la base de cette censure, s'il y a censure, et comment est-ce qu'on peut le faire. En tout cas, en tout état de cause, c'est une situation qui va au profit de l'État au moment où nous sommes en train de faire ce grand débat qui est contesté par beaucoup de monde. Effectivement, on peut penser que c'est l'État qui est à la base de cela, mais il faudra le prouver, quoi. Ok. Monsieur Sow, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que l'État est responsable ou pas, et est-ce que vous pensez qu'il y a censure? Je ne pense pas que l'État soit responsable de cette situation. Comme Diawara l'a dit en tant qu'ancien responsable au niveau du ministère de la communication et de l'économie numérique. Donc au moment où il quittait, l'État n'avait pas les moyens pour contrôler ou bien perturber les réseaux. Je crois que jusqu'à présent, le Mali n'a pas les moyens encore pour perturber ou bloquer un réseau social. Et si c'était le cas, c'est grave. Okay. Mais Souleymane Sangaré, vous, quand même, vous tenez l'État pour responsable. Est-ce que ça peut être considéré comme une violation des droits humains? Mais bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Priver les gens de la liberté d'expression, c'est comme priver les gens de la liberté d'expression. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils s'expriment. C'est sur les réseaux sociaux qu'ils s'expriment. Si tu vois aujourd'hui que lorsqu'on lance un appel pour une manifestation, si elle est suivie, tu trouveras à 90% c'est grâce à ces réseaux sociaux que c'est suivi. C'est suivi. Sinon, bon, quand même, moi, je dis, l'État est derrière. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Bien, retour sur ce plateau avec encore une fois de plus nos invités, je vous rappelle les noms. Il y a Souleymane Sangaré qui est blogueur à Donim Blog, Yoroso, journaliste à l'Inter de Bamako, et Moustapha Diawara est directeur de publication au journal Le Sursaut, et Kader Touré, journaliste à Gao, est au téléphone avec nous. Nous entamons la troisième partie, c'est sur le procès du Sphinx. 3 mois de prison avec sursis ont été requis contre le directeur de publication de l'hebdomadaire privé malien, le Sphinx. Il était poursuivi pour diffamation par le président de la commission de défense de l'Assemblée nationale, Karim Keïta. Les avocats de la défense refusent de commenter les réquisitions du procureur, mais ils préviennent qu'ils feront appel si leur client était condamné. Alors nous allons suivre cette réaction de Abdourahmane Ben Mamata Touré, il est avocat de la défense. En la matière, l'article 38 de la loi régissant la presse au Mali et les délits de presse traite dans son alinéa 1 de la diffamation, dans son alinéa 2 de l'injure. À partir de là, dans la citation, il fallait préciser lequel de ces deux alinéas était applicable, l'alinéa 1 ou l'alinéa 2. La demande n'a pas fait cette précision. Le tribunal a décidé de joindre cette exception au fond. Et nous avons dit au tribunal que nous ne serons pas d'accord avec cette façon de faire. Donc nous avons estimé qu'il y a un déséquilibre au niveau du respect des droits des parties. Et compte tenu de cela, nous ne pouvions pas continuer dans le cadre d'une procédure qui viole l'article 1 du Code de procédure pénale malien qui parle de l'équilibre des droits entre les parties. Mais au Mali, on évite les mesures d'instruction. On veut aller directement par la citation directe. On vient à la barre avec des éléments secs et assez légers pour qu'on se planche sur ces questions. Le cas d'espèce, M. Keïta est un député de l'Assemblée nationale, une personnalité publique. Les biens qui sont en jeu sont des biens publics. À partir de là, nous estimons qu'il faut qu'on fasse des investigations complémentaires, des investigations poussées pour vraiment arriver à la vérité. Mais les demandeurs, eux, ils veulent qu'on aille vite et rapidement. Pourquoi? Nous ne le savons pas. Ok, Kader Touré, nous en venons à vous au téléphone. Est-ce que vous pensez que c'était une procédure normale? Kader Touré? Bon,
Bon, nous suivons le débat entre nos confrères et l'honorable Karim Keïta de très loin, sans jamais chercher à connaître en profondeur réellement ce qui se passe. Nous avons suivi les allégations de notre confrère selon laquelle l'honorable député a pu justement mobiliser des fonds énormes. Alors, si la procédure, comme l'a bien dit le professionnel de droit qui est l'avocat de la défense, pense qu'il y a eu vice de forme, nous ne pouvons que constater ce qui est en train de se passer et prendre acte, de la décision de justice. Ok, Yorosso, est-ce que c'était une procédure normale? Bon, je ne peux pas me prononcer par rapport à la procédure n'étant pas juriste. C'est très difficile, mais je regrette qu'on arrive jusqu'à cette situation. Et la liberté d'expression au Mali est sérieusement menacée. Ce que nous n'avons pas connu, ce qu'on appelle sous même Moussa, aujourd'hui les journalistes sont traînés à longueur de journée devant les tribunaux. On va en arriver là. Ah, d'accord. Okay. Mais au regard de tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu complaisance entre le procureur et les plaignants? Non, je ne peux pas le dire, mais ce que je peux dire, c'est qu'ils sont au pouvoir, la justice les appartient. Ok. Alors, Moustapha Diawara, oui, cette procédure, est-ce qu'elle était normale, selon vous? La procédure, la normalité de la procédure, c'est juge à partir de l'état d'âme du plaignant et aussi de la force de conviction du journaliste qui a publié l'information. Quelque part, quand on regarde la situation actuelle du pays, on peut dire que de nos jours, notre pays n'a pas besoin d'un tel procès. D'un tel procès pour tout cadre, tout élu digne de ce nom, imbu des réalités nationales. C'est conseillé de s'en passer de tels procès. Surtout contre un journal dont la notoriété ne fait l'objet d'aucun doute. Le Sphinx, c'est une référence dans le milieu de la presse malienne. Il a déjà été esté en justice 2 ou 3 fois. Il a toujours gagné ses procès. Parce que c'est, pour ne pas dire, le seul journal d'investigation digne de ce nom au Mali, avec tout désintéressement. Oui, mais on a vu que le procureur avait quand même soutenu les avocats de la défense. Malgré tout ça, le président du tribunal est parti à l'encontre de ça. Est-ce que selon vous, maintenant, il y avait complaisance dans ces cas? Bon, moi, je n'étais pas là-bas et malheureusement, je ne suis pas un juriste procédurier. Parce qu'il ne suffit pas d'être juriste. Il faut avoir déjà conduit une procédure judiciaire pour pouvoir tirer un jugement de valeur sur un procès dont malheureusement on n'était pas. À mon avis, ce qui est bien de noter, c'est le fait que le pays n'a pas besoin de tels procès. Mais justement, 2 procès intentés contre des journalistes en si peu de temps, Yorosso l'avait tantôt effleuré. Est-ce qu'on tend vers une restriction de la liberté de la presse? Non, je ne pense pas que la liberté de la presse n'a jamais été aussi permise que sous le président Ibeka. On voit les débordements dans tous les sens. C'est connu et reconnu de tout le monde. Notre gloire serait que chaque procès intenté contre la presse soit soldé d'une victoire de la presse. Malheureusement, cela n'est pas encore le cas et nous le souhaitons vivement que la presse soit encore sur le front, soit une presse engagée, une presse qui dit chaque fois quelque chose avec la preuve. C'est ce qu'on souhaite. Et Inch'Allah, ça va venir jusqu'à ce qu'on va arrêter d'intenter des procès inutiles et futiles contre la presse malienne. Voilà. Souleymane Sangaré, vous êtes blogueur. Ces choses ont été beaucoup débattues sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que, selon votre connaissance, est-ce que la procédure était normale? Bon, la procédure était normale ou pas, bon, c'est quand même regrettable pour un pays comme le Mali d'en arriver à ces genres de procès. Mais pour dire que la procédure a été normale ou pas, bon, je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait le droit. Je préfère quand même attendons à la suite puisque l'accusation dit qu'ils vont faire appel. Mais 2 procès en si peu de temps contre des journalistes.
Est-ce qu'on ne tend pas vers une restriction de la liberté de la presse? En tout cas, c'est quand même un signe qui est là. C'est un signe qui est là qu'il faut prendre avec précaution. Il faut prendre avec précaution. Quand même, c'est regrettable pour un pays comme le Mali en si peu de temps, un procès contre deux journaux comme ça, c'est quand même regrettable. Mais attendons voir la suite. Alors nous allons continuer avec le point suivant, c'est-à-dire le troisième point, donc qui concerne Kidal. On dit que le retour de l'administration avant le 20 juin à Kidal a été annoncé. Alors la SEMA dit n'être nullement engagée par ce chronogramme. Pour certains analystes, la réticence de la SEMA au retour de l'administration à Kidal s'explique par le fait qu'il y a des intérêts divergents en son sein. Almou Ag Mohamed, coordinateur adjoint de la commission de mise en place DDR. Alors, on va l'écouter. Nous n'avons jamais voulu sursoir à aucune disposition de l'accord. Le retour de l'administration dans toutes les régions du Nord, y compris dans la région de Kidal, est une disposition de l'accord et nous ne pouvons sursoir en aucun cas la mise en œuvre d'une disposition aussi clé de l'accord. Il y a eu un document qui a été signé entre le secrétaire général Sidi Ibrahim Tigati et le gouvernement de la République du Mali. Pour nous, ce document, le secrétaire général l'a signé sans vraiment concerter ceux qui sont en charge de sa mise en œuvre effective sur le terrain. Donc ce document, du point de vue chronogramme intenable, il est impossible à respecter du point de vue logistique, du point de vue matériel. Nous ne faisons pas de fétichisme sur les dates. Par contre, il faut mettre en place les conditions pour ce redéploiement conformément aux dispositions de l'accord. Alors, il y a tension à Kidal depuis quelques semaines. Est-ce cela qui a occasionné le refus de la SEMA de ce chronogramme? Kader Touré? Vous savez, c'est un phénomène qui arrive à répétition. À chaque fois que nous faisons un pas en avant, il y a toujours lieu de faire deux pas en arrière dans cette histoire qui concerne malheureusement la région de Kidal. À chaque fois qu'on tente d'avancer, il y a toujours des événements pour décourager les bonnes intentions prises, n'est-ce pas, par les différents acteurs pour pouvoir aboutir justement à cette paix et le retour de l'administration de l'armée à Kidal. Ce n'est pas chose aisée. Voyez-vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les choses ne peuvent pas avancer? Parce que tout simplement, les acteurs ne sont pas tous dans les mêmes prédispositions. Les acteurs ne sont tous pas préparés pour aller vers la paix. Aujourd'hui, tous les acteurs qui sont impliqués directement dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, ce sont des acteurs qui vivent dans des conditions aujourd'hui très aisées et ils ne veulent pas que cette situation, n'est-ce pas, puisse prendre fin un jour, parce que quand la paix viendra, effectivement, il y aura beaucoup de gens qui iront au chômage. Donc, voyez-vous, on a annoncé le retour des forces armées et de la législation pour d'ici le 20 juin à Kidal, mais dans les faits et dans les actes, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, rien ne prouve que d'ici là, on peut aboutir justement à cette étape majeure, n'est-ce pas, de l'avancée de la paix dans notre pays. Pas plus que la semaine dernière, vous avez suivi des attaques au niveau du camp de la MINUSMA qui a fait malheureusement des morts. Et tous les jours du bon Dieu, que ce soit ici à Gao, à Kidal ou à Ansongo, à Menaka, il y a des actes de criminalité, il y a des actes, n'est-ce pas, des poseurs de bombes, des enlèvements de véhicules. Ce sont des situations qui sont de nature à décourager, n'est-ce pas, l'avancée de la paix dans notre pays, et c'est malheureux. Ok, Yorosso. Alors, la tension quand même à Kidal, il y a regain de tension maintenant, donc l'État a annoncé quand même son retour d'ici le 20 juin. Alors, est-ce que cette tension-là, c'est ce qui a fait que la SEMA a fait volte-face contre ce chronogramme? Et aujourd'hui, la SEMA n'a pas intérêt à ce que l'État soit à Kidal, dans la mesure où les éléments de la SEMA sont dans des bonnes dispositions à Bamako ici, entretenus par l'État, et à Kidal, ils s'adonnent aux activités illicites comme le trafic de drogue ou autre chose. Donc, ils n'ont aucun intérêt que l'État soit présent, parce que la présence de l'État va les dissuader à abandonner ces activités. Or, ils tirent toutes leurs ressources, toutes leurs richesses de ces activités criminelles et illicites. Et c'est que l'État leur donne ici. Donc, chaque fois qu'on veut avancer, donc, il faut capoter
la chose pour qu'on régresse. Et on attend encore. Donc il est temps aujourd'hui d'appliquer la manière forte aux gens de la CEMA, tous ceux qui sont garants de l'accord de paix, qui disent la vérité à la CEMA pour qu'on puisse avancer. Sinon, dans ces conditions, on n'avancera pas. Comme Kader l'a dit, un pas en avant et 2 pas en arrière. Donc on n'ira nulle part tant que les intérêts sont en jeu. Et la CEMA ne vit que de ses intérêts. Oui, mais on voit que c'est des communautés maintenant qu'on s'attaque à des civils. Est-ce que ce volte-face de la CEMA va permettre quand même de bloquer quand même le retour de l'État avant le 20 juin? Non, la tension entre les différentes communautés à Kidal ne date pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens se rappellent encore des années 90 où la rébellion a éclaté. Ils sont venus avec une seule revendication, une autonomie ou une indépendance. Mais en dessous, il y avait des groupes parce que après quelques mois, les MPA a éclaté en 4 groupes. Et chaque communauté est partie de son côté et chacun avait une ambition de faire changer le social, c'est-à-dire les réalités sociales, où dans ces régions, il y a l'esclavagisme qui sévit beaucoup. Et je ne sais pas encore si les gens se rappellent, aux élections de 92 législatives, Intala Père était candidat, il a été battu par un élément de l'Arla. Donc il était du Sénat. Et depuis lors, donc, ils voulaient changer leur statut. Donc et l'État, malheureusement, l'État a contribué à aider une ethnie, une communauté sur les autres, ce qui fait que nous sommes dans cette situation. Aujourd'hui, c'est libéré de ce carcan. Parce qu'eux aussi, ils ont fait des études, les enfants sont dans l'administration, ils sont dans tous les échelons de l'administration, et aujourd'hui, ils veulent que leur statut social change chez eux. Mais que pensez-vous de cette volte-face de la CEMA? Non, la CEMA nous a habitués à ça. Vous avez vu, on a signé l'accord en 2 temps. Donc nous sommes habitués à ça, ce n'est pas une surprise. Ok, Souleymane Sangaré. Alors, il y a tension à Kidal depuis quelques semaines. Est-ce que c'est là qui a occasionné quand même le refus de la CEMA de ce chronogramme? Moi, je pense que ça n'a rien à voir parce que la CEMA nous a habitués à ce petit jeu. À chaque fois qu'il y a avancé, ils font tout pour mettre les bâtons dans les roues pour que nous prenions encore du recul. Bon, là où nous sommes actuellement, moi je pense quand même que c'est le moment, c'est le temps. Il faut que l'État hausse le ton avec la CEMA. Il faut que l'État hausse le ton avec la CEMA. Parce que tant que ils vont continuer à prospérer là-bas dans la vente de, de la drogue et puis les conneries, excusez-moi de l'expression, les conneries, ça va toujours continuer. Il faut que l'État hausse le ton, y compris la communauté internationale. Parce que lors de la signature de l'accord, la communauté internationale était présente. Donc il faut qu'ils haussent le ton ensemble avec l'État malien afin que la CEMA cesse ces trucs-là. Ok. Moustapha Diawara, que pensez-vous de cette volte-face de la CEMA? Bon, je rejoins entièrement et sur toute la ligne mes prédécesseurs. La réalité est connue de tout le monde. Et à telle enseigne qu'on se demande, est-ce que la CEMA n'est pas un serpent à double tête, sinon à plusieurs têtes? Ceux qui sont à Bamako, est-ce qu'ils ont encore voix au chapitre sur place là-bas? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. C'est pourquoi, quelque part, il faut se demander si nous ne sommes pas devant un bis repetita de différents rounds de négociations à Alger où les négociateurs étaient dans des hôtels UIP. Ils ne souhaitaient pas du tout que ça se finisse. Maintenant, pourquoi pas tenir les sessions du comité de suivi de l'accord sur place, soit à Kidal, soit à Gao, qui vraiment les acteurs qui nous font tourner en bourrique là, qui vivent la réalité que vivent ces populations, pour savoir que on n'a pas le choix pour aller vite et rapidement sur le chemin de la paix. Parce que ceux qui sont à Bamako, en réalité, à chaque session du comité de suivi de l'accord, ils perçoivent des perdièmes. Ils sont dans des hôtels. Et souvent, on se demande, est-ce que eux-mêmes,
passe le message sur place. Mais ce qui est regrettable, c'est l'attitude de notre gouvernement à toujours se prendre à la légère, annoncer des choses sans pouvoir cerner tous les contours de la question. C'est le ministre, je ne sais pas quel ministre du gouvernement, qui s'est empressé à annoncer le 20 juin comme le deadline du retour des autorités administratives locales sur place. Ça, c'est regrettable. Il faudra que les uns et les autres fassent preuve de mesure et de lucidité dans leur prise de position. Être un haut responsable, un ministre de la République n'est pas fortuit. Et on doit mesurer la portée de chaque discours et de chaque annonce qu'on fait. Mais est-ce qu'on peut avancer dans l'application de l'accord dans ces conditions-là, notamment avec l'opérationnalisation du MOC? Mais c'est là où le diable est dans les détails. Parce que le MOC, ce qui a noté, c'est le fait qu'il y a des groupes armés qui osent voler des véhicules livrés pour l'opérationnalisation du MOC. Ça veut dire que c'est vraiment du spectacle sur place là-bas. Vraiment, l'espoir n'est pas permis pour aller vite sur le chemin de la paix, à mon avis. Souleymane Sangaré, est-ce que vous pensez qu'on peut avancer dans l'application de l'accord? S'il y a la volonté, on peut avancer. La volonté de quel côté? La volonté des deux côtés. L'État malien, y compris la CMA et la MA au nord. Okay. Il faut impérativement la volonté. Tant que la volonté n'y est pas, nous n'allons pas bouger. Okay. Les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas et puis les discours ne suffisent pas. Il faut des actes. À ce moment, il faut la manière forte. Voilà. D'accord, on va revenir à vous, M. Sow. Mais Kader, vous êtes en ligne? Ouais. Oui, est-ce qu'on peut avancer dans l'application de l'accord en ce moment, notamment avec l'opérationnalisation du MOC? C'est là que le bas blesse. Est-ce que le MOC est véritablement opérationnel? Là où on a installé le MOC, peut-être pour voir comment ça peut aller, c'est à Gao. Malheureusement, à Gao, le MOC ici, c'est un échec total. On a mis des brebis et des loups ensemble, et voilà, ils sont en train de tout dévorer. Rien ne marche. Voyez-vous, nous, on pensait qu'avec l'opérationnalisation du MOC à Gao, on allait assister à des patrouilles mixtes entre des ennemis d'hier qui vont sécuriser les populations à Gao-Ville et dans les alentours. Mais malheureusement, la situation sécuritaire n'a jamais été plus intense qu'au moment où le MOC se sur place. On les voit à Gao circuler. Mais là où le bas blesse, comme a dit un confrère, c'est que le MOC est devenu même un danger pour la sécurité. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe lorsque on pense quelque part, il reste vraiment à le prouver que ce sont les mêmes acteurs de ce MOC qui deviennent les bandits et qui enlèvent les véhicules et qui braquent les populations civiles. Alors là, c'est en tout cas l'esprit des populations de Gao qui voit en ce MOC-là un véritable danger pour la paix. Il s'agit donc de revoir un peu ce qui se passe au niveau du MOC, de pouvoir l'établir à Kidal, à Tombouctou s'il le faut, de voir comment ça peut marcher. Parce que le MOC, c'est quoi? C'est en fait une coopération qui va permettre non seulement de rapprocher les ennemis d'hier, les groupes armés et les forces armées du Mali, les rapprocher et qu'ils puissent travailler ensemble pour constituer la future armée nationale du Mali. C'est cela l'esprit. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui est loin de la réalité des objectifs assignés au bout du rouleau. Donc, véritablement, le MOC n'est pas une bonne inspiration, en tout cas pour les populations de Gao, où je suis aujourd'hui. On voit de très mauvais d'évolution de ce MOC, en tout cas à l'État. Ok, voilà. Merci beaucoup Kader. Monsieur Sow, rapidement, est-ce que vous pensez que la mise en œuvre de l'accord peut avancer dans ces conditions? Dans ces conditions, la mise en œuvre de l'accord ne peut pas avancer. Comme il a dit, il faut qu'il y ait de la volonté de l'autre côté. Je crois que l'État malien a beaucoup fait pour qu'on puisse aller de l'avant, mais c'est du côté de la CEMA où les choses ne bougent pas. Donc chacun a son intérêt, donc ils ne veulent pas que cette crise se termine. Parce que la fin de cette crise va mettre fin à beaucoup d'intérêts. Donc chaque fois qu'on veut avancer, donc ils mettent le feu aux poudres. Donc on ne peut pas avancer dans ces conditions. Comme celui qui est à Gao, lui, vit l'insécurité. Il vient de détailler
vraiment le MOC est sur papier, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Ok, d'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions ou contribuer au grand dialogue à travers notre répondeur. C'est au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Cette émission est une réalisation de Moumine Sendebou. Salim Diouara a assuré la mise en onde et Peting Diara la régie vidéo. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.